Alors, j'ai des conflits d'intérêts, oui, pas vraiment en rapport avec cette présentation, mais les voilà. Alors, il y a quelques années, une recommandation de la Société européenne, les IGM, au sujet justement de la prise en charge des états de choc, et il avait été recommandé d'utiliser un capteur veineux central, et puis de mesurer la SCVO2, et de mesurer également le PCO2 veineux central, et puis l'associer au PCO2 artériel, et ça a aidé à mieux, disons, appréhender le statut hémodynamique du patient, et peut-être permettre de manager le patient de façon un peu plus optimale. Donc c'est vraiment une recommandation de la Société européenne. Cette même Société européenne et sa section cardiovasculaire a également publié un papier il y a quelques années, en 2016, et nous avons là aussi proposé la mesure de la PVCO2, de la PaCO2 et la mesure, donc, le calcul du gradient véno-artériel pour aider à prendre en charge les patients. Et on a déjà, dans ce texte, indiqué que ça pouvait être très utile dans les situations où la SCVO2 était dans le range normal. Là, justement, Thierry Boulan en a parlé, au-delà, on va dire, d'un certain seuil, 70%, etc. Et c'est là qu'il prend tout son intérêt par rapport à la SCVO2. Alors, pour revenir un petit peu à la physiologie, brièvement, c'est l'équation de Fick appliquée au CO2 et non pas à l'oxygène, qui indique que la différence de contenu en CO2 est égale à la production globale de CO2 divisée par le débit cardiaque. Et comme c'est une relation hyperbolique quand on la représente graphiquement, on a cette forme-là. Mais comme le contenu en CO2 est compliqué à calculer, voilà une façon de calculer le contenu. Vous voyez que c'est compliqué. En pratique clinique, on préfère substituer la valeur du contenu par la valeur de la pression en CO2. Et le delta de PCO2, on dit qu'il est égal à K fois le delta de différence de contenu. Alors bien sûr, K, c'est un facteur, non pas constante, variable, qui donc correspond à cette relation entre le contenu et la pression. Alors, delta de PCO2, quand on regarde cette équation, très simplement, va dépendre de K, qui va donc définir la relation entre la pression et le contenu en CO2, de la production globale de CO2 et du débit cardiaque. Alors K, en fin de compte, il est relativement constant dans les bas ou dans les ranges normaux de CO2, contenu ou pression. Par contre, quand on est dans des ranges élevés, dans les hypercapnies veineuses, alors le delta de PCO2 ne reflète plus le delta de contenu, et donc on a là une difficulté à interpréter les choses. Ça dépend aussi de la production globale de CO2. Si vous faites un effort, eh bien vous avez plus de production de CO2 et vous aurez plus, en effet, de PCO2 gap en particulier. Et puis, ça va dépendre du débit cardiaque. Et ça, c'est le facteur majeur du gradient de PCO2. En fait, cette relation est hyperbolique, donc un petit peu compliquée. Et on a une bonne relation entre les variations de contenu et les variations de débit pour les bas débits. Pour les hauts débits, par contre, eh bien, c'est beaucoup moins linéaire. Et en fait, en cas de bas débit cardiaque, ce fort gradient de PCO2 va être lié à un phénomène qu'on appelle en anglais CO2 stagnation, donc la stagnation de CO2 qui va résulter d'une basse clairance du CO2 qui est produit en périphérie, et c'est tout simplement dû au retour veineux qui va se faire de façon lente, et donc ça va faire stagner du CO2 en périphérie, et ça augmente la PCO2 veineuse par rapport à la PCO2 artérielle, et ça augmente donc le gradient par définition. Alors, en clinique, qu'est-ce qui se passe? Comment on peut l'utiliser? Il y a quelques années, il y a 20, 25 ans, il avait été dit que le delta de PCO2 serait un bon marqueur d'hypoxie tissulaire. Alors, qu'est-ce qui se passe en cas d'hypoxie tissulaire? On peut dire qu'en cas d'hypoxie tissulaire, eh bien, il y a une diminution de la production de CO2 d'origine aérobique, si on veut, puisqu'il y a une diminution de la consommation d'oxygène, il y a la diminution de la production de CO2, qui est le déchet de métabolisme. Mais il y aurait peut-être une augmentation de la production anaérobique de CO2. Donc il y a deux effets qui vont dans des sens différents.
Cette augmentation de la production anaérobique pourrait être liée au tamponnement des ions H+, qui sont générés dans les conditions hypoxiques en rapport avec l'hydrolyse de l'ATP et de l'ADP. Et ça va générer du CO2. Également, peut-être, la décarboxylation anaérobique de certaines substances, comme l'alpha-acétoglutarate et l'oxaloacétate, qui va également générer du CO2 veineux, et finalement, cellulaire et finalement veineux, et donc entraîner une augmentation de la production d'origine anaérobique. Alors, quel serait finalement le résultat global résultant? Eh bien, il faut regarder les études, et notamment cette étude chez l'animal, où il avait été procédé à une diminution du débit cardiaque progressive de baseline, où il était à 4,1 jusqu'à 0,6 à la fin de l'expérimentation. Et parallèlement, avait été mesurée la production de CO2 de façon métabolique, enfin par une mesure métabolique du VCO2. Et on voit très bien qu'en fait, dans les conditions extrêmes, ultimes, il y a une diminution de la production de CO2. Donc, très probablement, lorsqu'on a une hypoxie, en particulier liée dans cette situation à un bas débit, il y a une diminution de la production de CO2. Donc, il n'y a pas de doute que, globalement, en cas d'hypoxie, il y a une production de CO2 qui diminue. Donc, le numérateur, eh bien, voit son résultat diminuer. Qu'en est-il de K ? K, je vous ai dit, c'est quelque chose qui va définir la relation entre la pression et le contenu. Et en fin de compte, ce K n'est pas constant. Ce n'est pas un facteur constant, c'est un facteur variable qui va augmenter en cas d'acidose métabolique locale. Et donc, dans les conditions de choc, on peut estimer qu'il y a une acidose métabolique locale qui va être augmentée, et ça doit augmenter K. Et par voie de conséquence, on va avoir donc une augmentation en cas d'hypoxie. Et d'ailleurs, quand on reprend l'étude de Zhang et Vincent, ancienne, vous voyez, ça datait de 1993, ils n'ont pas calculé K. Je l'ai recalculé, bien évidemment, moi-même a posteriori, et vous voyez que le facteur K augmente considérablement à la fin de l'expérimentation lorsqu'on est dans les conditions d'hypoxie extrême. Donc K augmente indiscutablement. Donc on voit bien que le delta de PCO2 eh bien, va dépendre essentiellement du débit cardiaque en cas d'hypoxie tissulaire. Et c'est le débit cardiaque qui fait tout, finalement. Alors, il y a deux situations qu'on connaît en clinique. Les conditions d'hypoxie tissulaire ou de choc, on va dire ça, avec bas débit cardiaque. Et là, bien évidemment, on va avoir une diminution de la clairance de CO2 à cause du phénomène de stagnation de CO2. Et par voie de conséquence, c'est dans ces situations qu'on risque d'avoir une augmentation du gradient de PCO2. À l'inverse, et donc non, c'est démontré, d'ailleurs c'est confirmé ici, vous voyez, par cette étude qui a bien montré que dans un modèle de choc avec bas débit cardiaque, eh bien, il y avait une augmentation du gradient de CO2. Je disais à l'inverse, dans les situations qu'on peut rencontrer en clinique, à savoir des situations de choc avec débit cardiaque normal ou augmenté, eh bien, on a une augmentation de la clairance de CO2 dans ces situations, c'est-à-dire que ça retourne plus vite au cœur et ça élimine le CO2 qui est produit en périphérique. En plus, il est produit de façon moindre. Donc, aucun doute, dans ces situations-là, on doit avoir un gradient de PCO2 qui n'augmente pas, soit normal, soit voire même diminué. Et on avait, il y a bien longtemps, avec Benoît Vallée, essayé de mettre en évidence ce phénomène et de différencier deux situations. C'était chez l'animal avec une jambe isolée, un modèle de jambe isolée, avec un débit de perfusion de la jambe isolée. Et il avait été mesuré le gradient de PCO2 au niveau de la jambe et mesuré également le transport d'oxygène au niveau en abscisse ici. Et vous voyez qu'on avait identifié deux modèles. Un modèle d'hypoxie hypoxique sans changer le débit de la pompe. Donc le débit circulatoire ne changeait pas. Et vous voyez que le gradient de PCO2 ne change pas. Parce que c'est le débit qui fait tout. Par contre, les modèles d'hypoxie ischémique, où c'était la FiO2 qui avait été baissée, excusez-moi, c'est l'inverse, la FiO2 était baissée dans le premier modèle, mais dans le deuxième modèle, c'était le débit qui était baissé, sans changer la FiO2, et vous voyez que dans ce modèle d'hypoxie ischémique, le gradient de PCO2 augmente. Donc, on peut conclure que le gradient de PCO2 augmente en cas d'hypoxie tissulaire, en cas de bas débit, et il peut être normal en cas de débit préservé. Donc il faut garder ça en mémoire. Et c'était confirmé par les études cliniques. Ici, une étude de Yann Bakker là également, et du groupe de Jean-Louis Vincent, qui avait bien séparé dans les chocs septiques deux
groupe de patients, moins de 6 mm de mercure, dont on dit que c'est plus ou moins la valeur critique, et plus de 6 mm de mercure de gradient de PCO2. Vous voyez que la majorité des patients a un gradient normal, moins de 6. Le lactate était à peu près le même dans les deux groupes. Et par contre, ce qui fait la différence, c'est le débit. Haut débit dans le premier cas, bas débit dans le deuxième cas. Et une étude avec Léon Hernandez et Gustavo Espinal-Tascón qui avait montré qu'on pouvait également regarder, comme l'a fait d'ailleurs Thierry Boulin, au début à H0, mais également à H6. Et vous voyez que les patients qui avaient un bas gradient à H0 qui restait bas à H6, eh bien, avaient une survie meilleure que ceux qui avaient un haut gradient à H0 et qui devenaient meilleurs à H6, ou bien, encore pire, la situation de bas gradient à H0 qui devenait élevé à H6, ou bien sûr, ceux qui restaient élevés dans les deux situations. Donc, ça permet aussi quand même de voir un petit peu les choses quand on suit l'évolution de ce gradient. Alors, comme l'a dit Thierry tout à l'heure, maintenant on utilise moins le sang veineux mêlé, parce que toutes les études précédentes étaient réalisées avec le sang veineux mêlé, et on utilise davantage le sang veineux central, et bon, on peut estimer, comme pour la SCVO2, qu'il y a un reflet acceptable du gradient de PCO2 lorsqu'on mesure le PCO2 au niveau de la veine centrale par rapport à l'artère pulmonaire. Et avec d'ailleurs la veine centrale, il y a l'équipe de Toulouse qui avait montré qu'on pouvait également se servir de ce gradient en cas de SCVO2 supérieur à 70% après la réanimation initiale chez des patients en choc septique. Eh bien, vous voyez qu'il y avait deux groupes, un groupe où il y avait le PCO2 gap qui était bas, c'est-à-dire moins de 6, et haut. Eh bien, la seule différence, bien sûr, c'était la PCO2 gap par définition, puisqu'il était classé comme ça, mais c'était aussi bien évidemment le débit cardiaque. Donc le débit cardiaque fait tout dans cette histoire. Et il concluait même, leur étude ne le montre pas, qu'on pouvait même, lorsqu'on observe une valeur de haut gradient, ça pouvait encourager à augmenter le débit cardiaque lorsque la SCVO2 était déjà à 70%. Donc le take-home message pour cette partie-là, et j'ai après une petite autre partie, c'est que quelle que soit la présence d'une hypoxie tissulaire, un gradient normal est attendu en cas de débit cardiaque normal ou augmenté, un gradient élevé est attendu en cas de bas débit. Ça peut être considéré comme un marqueur donc, de l'adéquation du retour veineux systémique à éliminer le CO2 produit à la périphérie, et que donc un gradient de PCO2, s'il est normal, ça indique qu'il n'y a pas de priorité dans la stratégie thérapeutique pour augmenter le débit cardiaque. Je répète, si vous avez un gradient de PCO2 normal, il n'y a pas de priorité pour augmenter le débit cardiaque. À l'inverse, s'il est élevé, ça pourrait être une option thérapeutique à envisager. Alors, un deuxième très court passage, est-ce qu'on peut combiner le gradient de PCO2 et la différence artério-veineuse en oxygène? Bien des années maintenant, avec Armand Meconzo-Dessab, on avait fait l'hypothèse que si on avait un gradient de PCO2 plus élevé que la différence artério-veineuse en oxygène, ça pourrait suggérer la présence d'une production CO2 anaérobique dont je vous ai parlé, et donc pourrait détecter une hypoxie tissulaire. En fait, quand on a une hypoxie tissulaire, je vous ai dit qu'on avait une diminution de la consommation d'oxygène, il y avait une diminution de la production aérobique de CO2, mais il y a aussi une petite augmentation de la production anaérobique. Donc, on a une augmentation du rapport VCO2 sur VO2. Et comme ce rapport, en fait, il y a le débit cardiaque qui est au numérateur comme au dénominateur, on peut l'éliminer facilement, de sorte qu'on peut avoir ce ratio, c'est-à-dire gradient de CO2 divisé par différence artério-veineuse en oxygène. Donc, en cas d'hypoxie, on peut avoir une augmentation de ce gradient. Et dans ce travail réalisé chez des patients rétrospectifs, on avait divisé les patients en deux groupes, lactate élevé et lactate bas, et on avait montré que la SVO2 n'était pas différente, que la différence artério-veineuse n'était pas différente, que le gradient de PCO2 était un peu différent, mais pas très significatif en termes cliniques. Par contre, que le ratio, ce que j'appelle le ratio, était bien différent, et qu'en termes de courbes ROC, à l'époque c'était les premières courbes ROC qu'on faisait, elles étaient encore faites de façon un peu artisanale, eh bien la courbe ROC était bien supérieure pour prédire la présence d'une hyperlactatémie pour le ratio par rapport au delta de PCO2 et aux autres paramètres. Et en plus, en termes de survie aussi, il y avait une évolution différente. Et avec le CO2 central, avec Xavier Monet dans le service, on avait aussi montré que le ratio était identique au lactate
pour prédire le bénéfice d'un remplissage en termes d'augmentation de la consommation d'oxygène, et en tout cas bien mieux que la SCVO2. Ça a été confirmé dans d'autres études. Cette étude est intéressante parce qu'elle regarde bien aussi les bas lactates. Les bas lactates avec haut ratio et les hauts lactates avec bas ratio ont une survie intermédiaire par rapport aux lactates normaux et aux ratios normaux et aux hauts lactates et aux ratios. Ça a été confirmé par les études chinoises, ça a été confirmé par les études espagnoles, tout ça a été confirmé plus tard. Ma conclusion, c'est en cas de choc avec hyperlactatémie, etc., si ça persiste alors que la SVET était supérieure à 70%, alors seulement il faut considérer le gradient de PCO2. S'il est supérieur à 6, on peut considérer une augmentation supplémentaire du débit cardiaque. Si par contre il est inférieur à 6, si on est croyant, il faut prier, c'est le moment de prier, ou bien on attend les effets des antibiotiques, parce qu'on ne peut rien faire en termes macrocirculatoires. Et puis, en ce qui concerne le ratio dont je vous ai parlé, il peut aider à détecter un métabolisme anaérobique, ça peut être utile lorsqu'on le compare au lactate, lorsque le lactate n'est pas forcément un reflet justement de l'hypoxie. Et en tout cas, combiné au lactate, ça permet quand même d'évaluer un peu mieux le pronostic du patient. Je vous remercie beaucoup.